Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Il a traversé l'Australie en courant, descendu le Mekong en hydrospeed, a fait le tour du littoral français à la nage, est devenu présentateur sur France 3 Centre-Val de Loire, conférencier, formateur de stage de survie, et il se prépare actuellement pour une traversée Calvi-Monaco à la nage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable par Floqueo. Aujourd'hui, nous sommes avec Rémi Camus, cet ancien maître d'hôtel devenu explorateur, aventurier, qui enchaîne les défis pour sensibiliser aux enjeux socio-environnementaux. Rémi, bonjour. Salut Élise. Salut. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Comment finalement est-ce que tu es passé de la restauration à l'exploration? Tu l'as presque déjà bien fait, hein. Moi, je vais juste faire dans l'autre sens. Ça fait donc 12 ans que je suis aventurier explorateur. Et effectivement, mon métier principal, ce que j'ai commencé à faire une fois que mes courtes études ont été terminées, eh bien, je me suis lancé dans la restauration. Mon premier poste, j'étais responsable de la cuisson à l'hôtel Miramar à Biarritz, un hôtel magnifique qui ressemble à un joli bateau. Et j'étais au poste cuisson et c'est comme ça que j'ai commencé, sauf que j'étais tellement bavard et que j'aimais le contact avec les gens, avec la clientèle et partager, que je suis passé de la cuisine à la salle. Et de la salle, eh bien, on commence forcément en bas de l'échelle en tant que simple porteur d'assiette, puis serveur, puis on monte les échelons tout doucement. Et j'ai fini en tant que maître d'hôtel dans un établissement étoilé au guide Michelin avant de passer dans le côté obscur de la force et de devenir aventurier explorateur. Donc, je l'ai fait voilà, à la suite d'un bouquin d'un mec qui avait traversé l'Amérique en courant, qui s'appelle Jamel Bali, qui a écrit un livre qui s'intitule Au cœur des Amériques, 24 000 km en courant d'Alaska jusqu'à Ushuaia. Et c'est le livre qui m'a inspiré et qui m'a donné envie, à mon tour, de me lancer dans une aventure et de me dire, si le mec il l'a fait, il n'est pas surhumain, c'est pas Superman, donc je peux le faire aussi. Et je peux me lancer dans l'aventure. Ok, donc tu as lu ce livre et puis après tu t'es directement lancé dans ta première aventure? C'est ça. Beaucoup de personnes pensaient que ma première aventure allait être quelque chose de très soft, enfin beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus simple. Et quand j'ai annoncé que j'allais traverser l'Australie en courant tout seul sans assistance, on m'a dit c'est quand même culotté parce que c'est grand l'Australie. Est-ce que tu connais bien le territoire? Est-ce que tu sais vraiment ce qui va se passer? Et j'avais déjà été en Australie en 2009, donc je connaissais bien le territoire. Et je trouvais que c'était une terre d'accueil pour l'aventure qui était parfaite. En Australie, tout peut arriver. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. En plein milieu du bush, il y a des choses qui se passent et tu dis mais c'est pas possible, je viens de rêver. Et en fait, ça ne peut arriver qu'en Australie. Et c'est ce que je trouve extraordinaire avec ce pays. Et je me suis dit, je vais le traverser en courant. Et aujourd'hui, on te définit un petit peu comme un éco-aventurier. Ça veut dire que tu pars réaliser des explorations dans le but de sensibiliser à des problématiques écologiques notamment. Est-ce que du coup, dès ta première expédition en Australie, il y avait déjà cet objectif-là? Ou c'est quelque chose qui est venu au fil de ta route, au fil de tes aventures, suite à un déclic que tu aurais pu avoir par exemple? Je ne sais pas si on peut me qualifier d'éco-aventurier. Ça en fait partie. Après, je pars beaucoup explorer des terres. Alors, quand je dis inconnues, mais à travers mes aventures, c'est des choses que certaines personnes n'ont jamais faites. On n'a jamais tenté l'aventure. Donc, j'essaye plutôt de tourner autour de l'éco-exploration plutôt que Ok. l'éco-aventure. Et effectivement, ce n'est pas lors de ma première aventure en Australie que j'ai eu c'est pas en construisant ce projet que je me suis dit, je vais porter mon cheval de bataille sur telle thématique. Je suis persuadé, en fait, mais c'est propre à l'humain, hein. Tu vas avoir, je sais pas moi, quelque chose de très français. Tu vas avoir des inondations dans le sud de la France. Les gens qui habitent dans le nord de la France vont voir ça à travers la télé et ils vont dire, ah non, les pauvres, ils ont vraiment pas de chance. Et ça s'arrête là. Si tu habites dans la zone où il y a des inondations, eh bien, il y a une vraie solidarité qui se crée avec les gens parce que, ah, putain, je viens de perdre ma maison. Peut-être que j'ai même perdu mes enfants, ma compagne, mon mari. Et donc, il y a une vraie cohésion qui se crée entre les gens. Et je pense que c'est la même chose pour les causes. On ne se bat pas pour une cause qui ne nous touche pas. On le fait parce que ça nous a touchés personnellement, ça nous a blessés, ça nous a coupé le souffle, peu importe les adjectifs qu'on va utiliser, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et on se dit, mais moi, si ça m'a affecté,
pourquoi est-ce qu'il y a enfin, il y a d'autres personnes sur Terre à qui ça doit arriver. En fait, pendant l'aventure en Australie, j'ai découvert ce qu'était la rareté de l'eau dans un pays où, effectivement, de l'eau, il y en a tout autour de l'Australie, vu que c'est une île-continent. Par contre, en plein milieu de l'Australie, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et c'est là où tu te rends compte de la dureté de cette vie en plein milieu du bush. Et je me dis, en plus, l'Australie, ça ne reste qu'un pays qui est plutôt bien développé. Ils sont très riches, ils ont une terre qui est très riche avec du minerai, etc. Donc, ils ont vraiment beaucoup de chance là-dessus. Il y a d'autres pays qui sont plus en voie de développement, et c'est pas quelque chose de péjoratif de dire ça, mais qui sont plus en voie de développement, où là, ils ont une vraie difficulté d'un accès à l'eau, et en plus, ils n'ont pas l'argent pour. Et c'est ça qui m'a vraiment frappé en Australie, me dire, putain, je vais peut-être crever dans le désert parce que je n'ai pas d'eau. Un truc qui, quand je suis chez moi, ça ne vient pas me frapper l'idée de me dire, tiens, j'ai plus d'eau. J'ouvre le robinet, je mets un verre en dessous, l'eau coule, elle est claire et limpide, elle est propre à la consommation, elle a été traitée, filtrée, elle a été purifiée, donc elle est bonne. Si j'ai pas d'eau à mon robinet, eh bien, je vais marcher, je vais faire 100, 200, 300, 400 mètres, je tombe à la supérette, je tombe au supermarché, j'achète un pack d'eau. En soi, avoir un accès à l'eau chez nous est relativement simple. Dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas. Et je parle juste d'un accès à l'eau. Je parle même pas d'avoir un accès à l'eau qui soit propre à la consommation. Juste d'avoir un accès à l'eau. Il y a des gens dans certains pays qui se cassent la gueule à coups de machette pour avoir l'accès au puits. Et le fond du puits, c'est juste de la merde. C'est dégueulasse. C'est impropre à la consommation. Et c'est ça, en fait, qui m'a marqué et qui m'a perturbé. Je me suis dit, waouh, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Il faut montrer l'état de la planète. Il faut montrer ce qu'on lui fait à la planète, tout ce qu'on lui fait subir, les souffrances, etc. Et qu'on n'est que de passage et qu'on a besoin de préserver toutes ces petites choses que l'on a autour de nous, pour nous, mais pour nos enfants, si on ne veut même pas se projeter pour les futures générations, mais juste pour nos enfants. Et c'est ça qui m'a marqué. Je me suis dit, il faut que les gens en prennent conscience et il faut marteler ce message encore et encore, de faire attention à notre environnement, de faire attention à notre façon de consommer, de faire attention à notre façon de nous déplacer, etc. Et c'est pendant le voyage de l'Australie que j'ai eu ce déclic. Ok, du coup, en fait, après l'Australie, toutes tes expéditions qui ont suivi, tu les as axées autour de la sensibilisation aux problématiques liées à l'eau, c'est ça ? Ouais, c'était un fil conducteur, si tu veux. L'Australie m'a amené une certaine ouverture d'esprit sur cette problématique. Après avoir découvert la rareté de l'eau, eh bien, j'ai voulu voir l'opposé, l'abondance de l'eau. Donc, j'ai descendu le Mékong en hydrospeed, du Tibet jusqu'au Vietnam, pour aller à la rencontre des gens qui bordent ce fleuve, qui est un fleuve magique, mystique. Enfin, tu peux lui mettre plein de petits noms derrière parce que c'est un fleuve qui est extraordinaire. Les gens ont cette connexion avec ce fleuve, c'est un truc de dingue. Et j'ai voulu vraiment comprendre leur mode de vie autour de celui-ci. On se rend compte que malheureusement, le Mékong est dans le top 10 des fleuves les plus pollués au monde. Alors, on n'est pas sur des problématiques comme sur le Gange, mais on est vraiment sur une forte pollution. Et c'est lié eh bien, forcément à la population. On a 70 millions de personnes qui bordent le fleuve Mékong, qui contribuent, même si c'est à leur échelle, c'est-à-dire à l'échelle de l'humain, ils contribuent au quotidien à faire augmenter cette pollution. Et plus on descend vers la mer de Chine, plus on descend vers le delta du Mékong, et plus on va avoir cette augmentation des déchets due au versement des déchets dans le fleuve, au manque d'infrastructures, au manque de communication entre les pays, au manque de choix politiques. Voilà. Et en fait, ça a été vraiment un choc de voir cette pollution, mais très, très, très importante, même au point de voir des gens venir en pirogue à mes côtés pendant que je descendais le Mékong et me regarder, prendre des photos avec leur petit portable et prendre la poubelle qu'ils avaient en fait embarquée de chez eux, et ils te vident la poubelle à 3 mètres de toi dans le Mékong et tu leur dis « Eh non les gars, putain, mais je me fais pas chier à parler à des enfants pour que tu balances ça ici !» Le mec, il te regarde et bon, il comprend pas, il parle pas français. Et tu vois, laisse tomber, vas-y, va-t'en. Et c'est là où tu te rends compte c'est complètement différent. C'est pour ça que beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, mais les gens, ils sont sales en Asie, etc. » Je fais « Non, mais vous pouvez pas comparer leur mode de vie
et le tien ici. Ici, pour moi, le fait de faire le tri sélectif, etc., le recyclage, c'est inventé par des pays qui ont le temps et l'argent de le faire. Quand tu n'as pas le temps et l'argent de le faire et que ta seule préoccupation, c'est de vivre ou de survivre, on s'en fout un peu que ça soit sale autour de la maison, quoi. Et en fait, ça m'a vraiment sensibilisé là-dessus. J'ai donc poursuivi après sur la thématique de l'eau en général, mais liée avec tous ces déchets, etc. Et effectivement, le tour du littoral français en 2018 m'a assez choqué. J'étais persuadé que notre littoral français était propre, qu'on avait vraiment une qualité de côte comparée à ce que j'avais pu voir en Asie du Sud-Est, où là, on a vraiment une vision d'horreur des déchets. Là, tu les vois, enfin, c'est des immondices, c'est vraiment des gros tas de merde qui sont déposés et ça fait plusieurs mètres d'épais et ils foutent le feu et une fois que c'est brûlé, on pousse les cendres et ce qui reste dans le Mékong et on remet, ça s'arrête jamais. Et donc, pour moi, le tour du littoral français était propre et en fait, je me suis trompé. On a beaucoup de problématiques qui sont encore plus vicieuses que sur le Mékong, parce que le Mékong, tu vas avoir, enfin tous ces grands fleuves à travers le monde, tu vas avoir des déchets assez importants et imposants. Le sac poubelle, tu vas le voir, il va être encore en entier. Chez nous, sur nos plages, on va retrouver forcément des déchets visibles et solides, et puis d'autres qui ont été broyés, souillés par les vagues, le sel, la houle, le soleil, tout ça, jusqu'à devenir du microplastique, du nanoplastique, et c'est là en fait où ça devient problématique, où on se retrouve des fois. J'avais fait une collecte de déchets à Fort-Mahon dans le nord de la France où on se retrouve à avoir des larmes de sirène, donc c'est ces petites billes qui sont mélangées directement au sable parce que ça provient de certains conteneurs qui sont tombés lors des traversées transatlantiques, etc. Et tu retrouves toutes ces petites billes sur les plages et c'est là où ça devient vicieux parce que l'œil humain n'arrive pas à percevoir cette pollution, mais elle est très présente. Et on se retrouve à avoir des quantités de déchets. Donc, moi, j'en ai vu beaucoup lorsque j'ai fait le tour du littoral français, que ce soit dans le nord, au niveau du Havre, avec une décharge qui s'appelle Dolmar, puis ensuite dans le sud de la France, au niveau des Landes, sur l'Atlantique, où là, on a un gir qui n'est pas forcément un continent de déchets, comme on peut imaginer sur l'océan Pacifique ou Atlantique ou l'océan Indien, mais c'est beaucoup plus petit. Et en fait, les courants sont propices à venir capter tous les déchets à cet endroit-là et à tourner. Et il y en a énormément. La mer Méditerranée, pareil, est une véritable poubelle. À la surface, c'est joli, mais dans le fond marin, c'est une véritable poubelle. Et ça a été, voilà, tous les projets ont été une suite logique. Un projet en appelle un autre, et surtout m'a ouvert les yeux sur certaines choses et m'a permis de pousser le bouchon dans une thématique encore plus et de venir creuser. Et puis, l'aventure en elle-même, l'exploration sportive, je la décline en fonction des projets, mais également en fonction de mes envies et de ce que je viens chercher. Et là, c'est plus personnel, de venir chercher quelque chose du dépassement de soi, mais je recherche à chaque fois quelque chose de nouveau. L'Australie, c'était un dépassement physique. Le Mékong, c'était un dépassement, comment on dit, social, sociétal, je ne sais pas trop, social peut-être plus. Parce qu'il fallait que j'apprenne à échanger, à dialoguer avec la population locale sans forcément connaître la langue. Et tu te rends compte que c'est une énergie de dingue à devoir déployer, parler à des gens sans connaître la langue quand tu viens de te taper 15 heures, 16 heures de palmage. La seule chose que tu veux, c'est dormir. Et eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est parler. Et c'est là où c'est très conflictuel parce que tu es là, mon Dieu, comment est-ce que je vais leur expliquer pourquoi est-ce que je suis parti d'ici, etc. Et tu te mets à dessiner avec du charbon de bois sur le sol et c'est tellement drôle. Tous les soirs, tu dormais chez les habitants ? Oui et non. Oui, souvent et non pas souvent. Je dis oui parce qu'il y a beaucoup de soirs où tu te retrouves tout seul sur une berge. Et là, tu te dis, ouais, trop bien, la soirée est cool. Tu es là, tu vois 2 arbres, là, tu fais tes 6 pas, parce qu'il fallait à peu près 6 mètres entre les arbres pour mettre ton hamac. Donc, tu es là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, super. Tu sors ton hamac, tu mets la petite corde à côté, tu mets l'autre corde, tu sors le tarp. Donc, c'est cette grande bâche qui fait 3 mètres par 3 pour te protéger de la pluie au cas où. Tu poses ton petit tarp, tu fais cool, génial. Je vais chercher du bois, j'installe tout. Hop, je vais me faire un petit feu. On va faire chauffer un petit peu d'eau. Je vais me faire un petit bouillon de légumes avec un peu d'ail, tout ça, de piment, de gingembre. Repas de fête, quoi. Et là, tu es tranquillement posé. Et il y a un mec qui arrive et tu ne sais pas d'où il sort celui-là. Tu te dis, mais il sort d'où ? Tu as de la forêt tropicale partout
Et là, le mec, il sort de nulle part, en train de fumer sa clope. Et il vient à 3 mètres de toi et fume sa clope, il dit rien, et il te regarde. Hein. Alors, en fonction des pays, ni hao, sawadi, sabadi, peu importe. Et là, il fume sa clope comme ça, il balance sa clope et il s'en va. Et là, tu es sûr que c'est foutu. Ta soirée est foutue. Parce que lui, il s'en va, et en fait, tu le sais pas, mais derrière les grands arbres qui font 15-20 mètres de haut de la forêt tropicale, eh bien, juste derrière, il y a un village. Mais toi, tu ne le voyais pas d'où est-ce que tu étais. Et là, 10 minutes après, tu as 2 personnes qui arrivent, puis 3, puis 5, puis 10, puis 20, puis 30, puis tout le village est là. Donc là, tu ne peux plus dormir où est-ce que tu es, parce qu'ils te demandent de venir avec eux, et tu te retrouves à passer la soirée chez les gens, alors que tu voulais juste profiter un peu et te reposer en étant seul, tu vois. Donc il y a beaucoup de soirées que j'ai espéré être seul, souvent pour pouvoir me reposer, parce que c'est très difficile lorsque tu viens de te taper 15-16 heures de palmage, et tu te retrouves à passer la nuit chez des gens, et tu sais que la soirée va être très 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 longue, parce qu'ils veulent tous savoir qu'est-ce que tu fais là, ils veulent tous savoir pourquoi tu es là, pourquoi tu es blanc, pourquoi tu as une barbe, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et là, c'est compliqué parce que tu ne parles pas la langue. Donc, ils allument des cigarettes parce que les hommes consomment beaucoup de cigarettes. Donc, tu fumes des cigarettes. Même si tu n'as pas envie de fumer, il faut que tu fumes. Tu bois de la bière dégueulasse qui est trop chaude. Tu bois de l'alcool de riz jusqu'à pas d'heure. Et il est 2 heures du matin et il faut que tu leur expliques après avoir mangé que là, il faut que j'aille dormir parce que demain matin à 5 heures, moi, je nage. Sauf que va essayer d'expliquer ça quand tu ne parles pas la langue. Comment tu fais alors? Bah, tu dessines, tu montes la montre, tu essayes de trouver plein de trucs et astuces. Et c'est vrai que ça a été pour moi voilà, un autre défi de devoir échanger avec les gens. Et le Tour de France à la nage du littoral français, ça a été pour moi un défi très, très mental. Parce que tu n'as plus aucun sens. Il n'y a plus d'odorat, plus d'ouïe, plus de goût, plus de toucher. Il n'y a plus la vue parce que tu vois que des bulles. Et en fait, il faut te replonger dans une autre façon de travailler et te concentrer sur ton mental et faire un peu, c'est de la méditation, un petit peu d'hypnose, etc. pour réussir à faire les 12 heures de nage par jour pendant 3 mois et demi. Donc voilà, j'essaye d'allier l'exploration sportive et d'apporter, de mettre en lumière certaines choses par rapport à moi, de ce que j'aime venir chercher à l'intérieur de moi, et puis en même temps d'apporter voilà, une lumière sur une thématique, et c'est principalement voilà, la cause de l'eau qui m'intéresse, les mers, les océans, la pollution, tout ce qui touche voilà, à cet environnement marin. Et maintenant, donc, tu prépares la traversée Calvi-Monaco à la nage et en autonomie? Je vais tenter. Voilà, j'essaye. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, mais j'aime pas m'avancer et de dire je vais faire. Je vais tenter de faire la traversée Calvi-Monaco seul, sans assistance, avec une plateforme qu'on est en train de construire, qui est à Saint-Malo, qui est sur une base d'un mini catamaran en fibre de verre, fibre de carbone. On a l'impression que c'est la voiture de Batman, mais pas du tout. Ça sera bien Rémi Camus qui va nager et pas Batman. Et le but, c'est voilà, d'apporter voilà, de faire une vraie aventure humaine sur ce projet qui touche le côté environnemental et écologique parce qu'on est en partenariat avec plein d'écoles. On a un partenariat avec 3 ONG. Donc, il y a l'ONG qui s'appelle Trash Spotter qui fait de la géolocalisation des déchets. On a une autre ONG qui s'appelle Project Rescue Ocean qui fait de la collecte de déchets sur les plages et qui va sensibiliser les enfants en leur délivrant des fois des diplômes qui s'appellent Sauveteurs en mer. On a également une autre ONG qui s'appelle Geste Propre, qui travaille beaucoup avec les collectivités et qui met en lumière cette problématique entre les industriels et les collectivités. Donc voilà, on travaille avec eux et puis ensuite, c'est un projet où on met en avant certaines startups, certaines entreprises ou entrepreneurs qui essayent d'œuvrer par des dispositifs, des moyens, etc., des thématiques sur des choses qui me touchent, notamment Capilum, qui est une jeune start-up clermontoise avec qui on travaille, qui a développé la société Capilum. Et Capilum collecte les cheveux dans plusieurs milliers de salons de coiffure. Et grâce aux cheveux, ils ont réussi à utiliser la matière, le cuir chevelu, pour faire du paillage naturel, ce qui permet d'avoir une humidité constante au niveau des plants et des arbres fruitiers, etc. Mais surtout, d'éviter d'avoir trop d'évaporation. Et derrière, ils ont
créer des gros boudins pour collecter les hydrocarbures. Donc, on va utiliser leur procédé pendant la traversée Calvi-Monaco pour voir ce qu'on arrive à collecter comme hydrocarbures. Et à côté, on a une autre start-up qui a gagné plusieurs prix basés sur Saint-Malo. Donc là, on est plus dans le nord de la France. Et ils sont partis du constat où on a environ 12 000 conteneurs qui sont balancés par-dessus bord par an lorsqu'on fait des transatlantiques, par exemple, lorsqu'on part d'Asie pour rejoindre l'Europe par le canal de Suez, etc. Et en ayant ce constat, ils se sont dit on doit faire quelque chose. Et donc, ils ont développé un boîtier très solide et étanche qu'on met sur chaque conteneur. Et lorsqu'un conteneur part à la mer, il faut savoir qu'il n'y a pas que, lorsqu'il y a des conditions de mer importantes, il n'y a pas un conteneur qui part, mais il y en a des dizaines et des dizaines, parce que ça fait comme un château de cartes et tout part directement. Et donc, ils ont mis en place ce dispositif. À chaque fois que le conteneur a une position différente, ça envoie un signal complètement différent. Donc, lorsque le conteneur est à la surface de l'eau, ça envoie un signal pour géolocaliser le conteneur. Lorsque le conteneur est entre deux eaux, il envoie un autre signal. Lorsque le conteneur se trouve entre 15 et 20 mètres de fond, il envoie un autre signal. Et ensuite, lorsque le conteneur a complètement coulé, ça géolocalise la position du conteneur, où est-ce qu'il est situé. Et le but, voilà, c'est ça met en avant la sécurité parce que on voyage et on navigue énormément entre les mers et les océans. Donc, on met en avant la sécurité, mais indirectement, on met en avant également tout ce qui est problématique écologique et environnementale parce que tous les conteneurs qui sont à la dérive sont potentiellement des dangers, des OVNI, des objets flottants non identifiés qui peuvent être des véritables dangers pour les navires. Donc, pour les voileux, si on parle par exemple des courses au large, ça peut être une problématique pour des bateaux qui transportent d'autres marchandises, mais ça peut être une problématique pour des pétroliers. Si tu as une voie d'eau qui rentre dans un pétrolier et qui se met à couler à cause d'un conteneur, on peut imaginer, eh bien, on se retrouve à avoir une catastrophe naturelle de marée noire à cause d'un conteneur. Donc voilà, tout est lié là-dessus. On essaye vraiment d'embarquer des gens et de sensibiliser à travers ce défi. Et on veut que ce soit une véritable aventure humaine parce qu'il n'y a pas un mec qui nage, mais c'est une équipe qui a réussi à mettre en place ce projet et à porter tout le monde vers le haut. Et à côté, parce qu'on s'est dit que l'aventure en elle-même, elle pouvait être très décevante pour les participants ou les gens qui regardent, se dire simplement « Ah bah super, Rémi nage et nous on fait quoi ?» Et en fait, on s'est dit effectivement, ça c'est une problématique. Donc j'ai rencontré un jeune entrepreneur qui s'appelle William Lenné, qui a développé en fin d'année 2021 une course en digital. Il est parti du constat que, eh bien, effectivement, tout le monde n'avait pas la capacité les connaissances pour naviguer en mer. Tout le monde n'a pas 2-3 millions d'euros pour avoir un voilier et tout le monde ne sait pas faire des courses au large. Donc, il fallait trouver un compromis et il a développé la course au large en digital. Et je lui ai proposé de faire la même chose sur le Calvi-Monaco, de le faire en digital. Et donc, on est en train de tout développer. On va faire des tests prochainement avec un système de compétition digitale au rameur qui sera directement couplé à l'aventure avec des routes que les concurrents devront choisir, route A et route B. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il y a juste un choix à faire et on va réguler tout ça avec les cadences sur le rameur. Et en soi, n'importe qui en France, mais dans tous les pays limitrophes et francophones, vont pouvoir participer à ce challenge. Et l'inscription, donc, c'est ce que j'ai toujours demandé à mes partenaires. Je leur ai toujours dit, la thématique de l'écologie et l'environnement, c'est avant tout de l'engagement. Il faut être engagé et il faut être convaincu de la problématique. Donc, il faut s'engager. Et donc, je ne peux pas demander à des gens de participer à un truc s'ils ne sont pas engagés. Donc, on leur demande de s'engager. Et de s'engager, eh bien, il y a une participation financière, parce que pour moi, c'est déjà un engagement de s'inscrire à quelque chose. Et une partie de cet argent eh bien, sera divisée en 3 pour être reversé directement aux ONG avec qui on collabore sur le Calvi-Monaco, pour que ça fasse vraiment du sens et que les personnes, même à l'autre bout de la France, ceux qui ne sont pas forcément sur le bassin méditerranéen, mais par exemple en plein dans les terres, en région Centre-Val de Loire, à Paris ou peu importe, eh bien, même à leur petit niveau, ils vont pouvoir se challenger sur une compétition au rameur, donc sportive, et donner du sens parce qu'une partie de l'argent investi pour pouvoir s'inscrire et participer à ce challenge sera reversé directement aux associations. Et donc on pourra participer en fait de n'importe où en France à cette compétition digitale ?
Exactement, et pas que en France. On ouvre Oui. la compétition j'allais dire, à toutes les personnes qui souhaitent y participer, et du moins qui parlent français. On voulait pas au début, enfin au tout début, on voulait faire vraiment le projet français-anglais. Et puis je me suis dit, des fois, il vaut mieux revoir sa copie et se dire, faisons plus petit, mais faisons parfait, que de faire très gros et que ça soit un peu cafouillis. Donc on a décidé de restreindre un petit peu et de garder vraiment un focus uniquement sur la partie francophone, ce qui nous laisse quand même relativement pas mal de monde à aller challenger, hein, entre la Oui. Belgique, le Luxembourg, la Suisse, la France. Après, si tu pars à Québec, au Canada, on a vraiment un terrain de jeu où il y a vraiment beaucoup de monde. Et tout le monde pourra participer. C'est ce que je trouve super sympa parce que on donne la possibilité à tout le monde de venir participer à ce challenge, même si ils sont pas dans l'eau avec moi. On peut déjà s'inscrire? Pas encore. L'inscription, elle pourra avoir lieu à partir de juillet-août, et le départ sera donné exactement le même jour où moi, je vais commencer ma traversée. Et on va avoir, je pense, 2 courses possibles, soit une course pendant 7 jours, soit une course pendant 15 jours. Et ensuite, on aura également le choix de le faire seul ou en duo. Et la petite nouveauté, c'est que les gens vont pouvoir se filmer, nous envoyer leurs vidéos, et nous, on va pouvoir alimenter sur le site en direct, et les gens vont pouvoir voir leur petit curseur, leur embarcation en mer Méditerranée en train de progresser et venir challenger les autres personnes, de dire, ah les gars, on est premier, on a 7 km d'avance sur tout le monde, on est sûr qu'on va gagner. Et on veut vraiment créer cet engouement et cette compétition auprès des gens pour venir les challenger. La traversée, si je me trompe pas, tu la prépares pour septembre, c'est ça? Exactement, la traversée, on pense partir avec le voilier d'assistance fin août, début septembre, rester quelques jours sur Calvi, le temps de serrer quelques mains, de faire quelques interviews, de mettre en place la plateforme avec tout le matériel. Et ensuite, entre 8 et 15 jours de nage. Après, je ne sais pas du tout, en fonction des conditions de mer, en fonction de ma condition physique, etc., de comment ça va se passer. Donc, entre 8 et 15 jours de nage. Et d'ailleurs, combien de temps est-ce qu'il t'a fallu pour préparer ce projet? Et là, j'imagine que tu travailles tous les jours dessus, mais depuis combien de temps est-ce que, avec ton équipe, vous avez commencé à travailler sur cette traversée? On a commencé en septembre-octobre 2020. Donc, ça fera 2 ans à peu près ouais, 2 ans quand on se lancera de Calvi. On devait le faire l'année dernière, et il y a eu la Covid qui est passée par là, ce qui nous a ralenti. Et en fait, ça a été, quand on dit cette expression, faire un pas en arrière pour mieux rebondir, pour mieux se relancer, eh bien, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, voilà, on est stoppé, il y a des raisons, il y a la Covid, etc. Autant ne pas tenter le diable et reprogrammer l'aventure, reprogrammer l'expédition, et c'est ce qu'on a fait. Et je pense qu'on a bien fait de le faire parce que ça a permis de développer plein d'autres choses derrière, de rencontrer plein de personnes qui sont sensibles à ce projet, et de faire une véritable aventure humaine avec je crois qu'il y a plus de 70 personnes qui travaillent sur le projet. C'est un truc de dingue. Et c'est ce que je trouve passionnant, et d'avoir tous ces partenaires, de créer un mini réseau entre nous et de pouvoir échanger et trouver des réciprocités, des similitudes dans certains projets, dans certains développements d'entreprises, et de mettre en lumière également des personnes qui ont des connaissances et des capacités. Je vois par exemple Guillaume Turbec, avec qui on est en train de travailler pour la construction de la plateforme. Il n'est pas du tout connu, mais il mériterait tellement. Il a vraiment une connaissance de tout ce qui est ingénierie au niveau du naval. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir mettre en lumière toutes ces personnes, mes vidéastes avec qui je travaille, Valentin, Floriane, Paul. C'est des gens, c'est des jeunes, ils ont entre 22 et 29 ans. Et ils ont vraiment cette fibre, et ils sont juste passionnés. Et ils méritent d'être connus, en tout cas, que leur travail, pas forcément eux, peu importe, mais que leur travail soit reconnu et montré à plein de personnes. Et c'est ce qu'on veut faire à travers ce projet, montrer qu'il y a plein de belles personnes, il y a plein de personnes qui ont du talent, et ils sont tous convaincus des valeurs qu'on essaie de véhiculer à travers cette aventure et du projet. Et c'est ce que je trouve fantastique, de pouvoir embarquer toutes ces personnes.
Ok, donc c'est un projet qui va bien au-delà de la sensibilisation à l'écologie. Ça permet aussi de mettre en avant plein d'entreprises, plein de startups, plein d'acteurs engagés. Finalement, c'est un petit peu plus qu'une traversée en autonomie. La traversée en autonomie, elle sera physiquement réalisée parce que je serai tout seul dans l'eau, mais dans ma tête et dans le projet, dans la globalité, non, je suis pas tout seul. On est plein de personnes et on est tous convaincus par le message environnemental, écologique, de la sensibilisation. J'étais encore il y a pas très longtemps dans les écoles avec qui on est en partenariat et je trouve ça fantastique de voir les étudiants s'investir, de faire de la collecte de déchets, d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver des solutions pour pallier justement à tous ces déchets qu'on retrouve sur les bords des routes, dans les rivières. Et c'est ce que je trouve intéressant parce qu'à un moment donné, je me dis que l'éducation sera la clé du succès et que si on donne plein d'informations à ces étudiants, à cette nouvelle génération, eh bien à un moment donné, c'est eux qui vont trouver des solutions et de se dire non mais attendez les gars, là on fait vraiment de la merde et il faut pas faire ça là. Là ça va pas du tout. Et là j'ai une idée et c'est peut-être l'un des étudiants à qui j'ai parlé en conférence ou avec qui j'ai pu faire des stages de survie, peu importe, qui vont être sensibilisés de se dire mais grave, mais en fait c'est ça, on doit modifier ça. Donc je suis content d'être d'être moi-même le petit perturbateur endocrinien et de dire je viens secouer tout ça et j'essaie d'être un petit incubateur et de venir voilà, sensibiliser les gens autrement. Et d'ailleurs maintenant, si on passe à la partie un petit peu plus conseil de cet épisode, sans parler d'exploits sportifs, quelles actions concrètes est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans notre quotidien pendant nos voyages pour protéger notre planète globalement, qu'est-ce que tu dirais à celui qui aimerait devenir un voyageur, un citoyen un petit peu plus éco-responsable? Alors, je pense que déjà, il faut être à l'écoute de l'autre. C'est une chose très importante d'avoir ce respect, de comprendre les gens. Il ne faut pas être dans le jugement, notamment quand on part dans des pays, par rapport à nous, on va dire sous-développés. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de négatif quand je dis ça. C'est juste pour les situer, pardon. Mais quand on part dans des pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie, voilà, pour situer les 3 gros continents où on a principalement cette difficulté de développement, eh bien, il ne faut pas les juger. Il faut juste essayer de les comprendre et comprendre leur quotidien qui est complètement différent du nôtre. On ne peut pas faire des comparatifs entre ce qu'on vit, nous, en France, et ce qu'eux vivent au quotidien. En Asie, quand je descendais le Mékong, j'ai dormi plusieurs fois chez des gens et ils m'offraient un lit. Mais le lit, hein, ce n'est pas un lit d'hôtel avec un matelas qui fait 20 cm d'épais. Hein. C'est un lit qui est fait à partir de bambou. Donc, il coupe les bambous en deux, il les assemble dessus, dessous, dessous. Et voilà, ceci est un lit. Donc, tu te réveilles le lendemain, bon, tu ressembles à un radiateur parce que tu as mal au dos puis tu es tout strié partout, mais tu as dormi dans ce qu'ils appellent un lit. Donc, tu ne peux pas les juger, tu peux pas dire « Ah, mais ils sont complètement arriérés ». Non, ce n'est pas ça, c'est qu'ils ont un mode de vie qui est très différent du nôtre. Donc, je pense déjà il y a vraiment une adaptation à avoir parce qu'il faut vraiment prendre du recul et comprendre ces gens. Et ça, c'est très important. Et puis ensuite, eh bien, ne pas regarder ce qui se passe à droite et à gauche et de se dire « je fais du mieux que je peux ». Et ça, c'est aussi très important de ne pas culpabiliser, de dire « non, moi, je suis écolo à 100%, etc. Mais de temps, voilà, il faut que je me déplace d'un point A à un point B, je ne sais pas comment faire. On peut pas être, si tu veux être écolo à 100%, alors il y en a qui vont rire, mais bon, c'est pas grave, ils vont dire ah ouais, tu te fous de nous, mais faut pas citer notre région comme ça, mais c'est comme si tu partais vivre, je sais pas, dans le Larzac avec des chèvres et puis des bougies, quoi, tu vois. Mais pardon pour ceux qui habitent dans le Larzac, hein, c'est pas méchant, hein. Mais c'est exactement ça, c'est qu'à un moment donné, si tu veux vraiment être à 100% écolo et en lien avec l'environnement, bah, la conversation qu'on est en train d'avoir là en ce moment même, tous les deux devant notre ordinateur, bah, elle n'a pas lieu d'être. Donc je pense qu'il faut être pragmatique dans ses choix, dans sa façon d'imaginer l'environnement, l'écologie, tout bousculer du jour au lendemain, tout bousculer notre mode de consommation et de dire j'arrête tout de suite, tout ça. Je pense que c'est peut-être très brutal. Il va falloir faire une transition écologique et prendre son temps. Et ça, c'est important. Et puis ensuite, je dirais que chacun peut faire également à son niveau et apporter sa petite pierre à l'édifice. Alors, ça paraît redondant parce que je pense que c'est un discours que tu as entendu très souvent par d'autres personnes, mais je pense que d'être exemplaire, en fait, je le dis en conférence, de se baisser pour ramasser
un papier qui est juste à côté de la poubelle et de le mettre dans la poubelle, ça paraît anodin comme geste. Toi, ça t'a pris 3 secondes pour le faire, hein. C'est peut-être anodin, mais en fait, tu viens de montrer l'exemple à des gens qui peuvent être autour de toi. Et en fait, c'est ça qui va permettre à d'autres personnes de prendre conscience de. On le dit toujours, les poubelles attirent les poubelles. Quand tu vois de la merde, ben, tu n'as aucun scrupule de balancer ta clope par terre parce que non, mais il y en a déjà partout, je ne veux pas m'emmerder. Et c'est ça qui devient problématique. Donc je pense que on le dit, toi, faire sa petite action du colibri, eh bien, c'est exactement ça, de faire à son niveau, sans forcément culpabiliser de ne pas avoir fait assez. Si tu fais ta petite bonne action au quotidien, bah, tu auras fait toujours plus que celui qui fait rien. C'est exactement ce dont nous a parlé Clément, qui est un voyageur à vélo, qui traverse l'Europe à vélo, dont on a fait un podcast il y a 2 semaines maintenant, qui nous a donc aussi parlé de cette citation du colibri. Mais c'est exactement ça. Je pense que on a besoin de fixer des objectifs, mais il ne faut pas qu'ils soient trop grands non plus. Il faut rester vraiment humble et de se dire je fais du mieux que je peux. Voilà. Et ça, c'est important. Et après, on dira toujours ah, mais tu aurais pu faire plus. Oui, mais ce que j'ai fait, d'autres n'ont peut-être rien fait du tout. Donc, je fais, en tout cas, à mon niveau, je fais ce que je peux. Et ça, c'est important d'avoir ce respect par rapport aux autres pour faire une conclusion, tu vois, et puis vraiment comprendre les gens, comprendre leur mode de vie. On ne peut pas juger des gens qui vivent dans un autre pays sur leur mode de fonctionnement. C'est complètement disproportionné par rapport à nous. Et ça, c'est très important de le comprendre et de l'accepter et de se dire ils ne peuvent pas faire autrement. Moi, je vis, je m'éclate. Eux, ils survivent et ils en chient pour certains. Et ça, c'est important de le savoir et de l'avoir bien en tête quand tu découvres des fois des immondices, des quantités pas possibles. Tu dis putain, mais c'est pas possible. Pourquoi? En fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que tu ferais pareil. Et moi, j'avais posé la question en conférence. Hein. Je leur ai dit, hein, vous vivez au milieu de nulle part. Vous avez $1 par jour pour vivre. Et vous avez une petite mobilette pour vous, votre femme et les enfants pour vous déplacer. Et le centre de tri se trouve à 200 km. Mais pas 200 km sur une départementale bien damée, super jolie, tout ça, qui ont été faits par la DDE. Hein. Non. Une 200 km de piste aussi bien entretenue qu'un vieux terrain de cross complètement pourri, quoi, avec des trous qui font la taille d'une patte d'un éléphant, quoi. Eh bien, est-ce que vous prendriez vos poubelles? Est-ce que vous les metteriez sur votre mobilette ou votre petite moto? Et est-ce que vous feriez 200 km, donc cramer presque un plein de carburant pour dire, moi, j'ai fait ma bonne action et j'ai emmené mes poubelles dans le centre de tri? En fait, je devance les gens et je leur dis, je vais vous donner ma réponse, comme ça on va gagner du temps. Hein. Chez moi, je ne m'emmerde pas. Hein. Je prends un gros bidon, je mets tout dedans, je fais juste une petite grille d'aération, je le surélève un tout petit peu mes ordures, je balance un petit peu de bois, une allumette et je brûle tout. Terminé. On va à ce qui est le plus simple, le plus logique et le plus économique quand on n'a pas les moyens de le faire. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut comprendre également les gens et avoir ce respect. Ça reste toujours ces 2 mots, hein, être respectueux et être exemplaire. C'est ça qui permettra en tout cas d'avancer sur la problématique de l'écologie et de l'environnement. Ok, bon du coup, ce serait un petit peu ton mot de la fin. C'est pas forcément un mot de la fin, mais c'est ce que les gens doivent retenir de cette problématique environnementale écologique. Je pense qu'on a des grands pas à faire par rapport à ça, sur le respect, l'exemplarité. Il faut être exemplaire. Il faut leur montrer aux gens qui sont dans les pays en difficulté, il faut leur montrer comment est-ce qu'on fait nous, sans les juger, en leur expliquant on peut vous apporter des solutions, on peut vous aider. Mais tout en les comprenant et donc en les respectant. Et ça, c'est vraiment un truc très, très important, je pense, sur l'environnement, sur l'écologie. Après, sur le voyage en lui-même et sur le fait de partir, le seul conseil que je donne aux gens, c'est mais allez-y, bordel, faites, voyagez, éclatez-vous. Voire même, je souhaite, des fois, je dis aux gens, quand on se serre la main et qu'ils doivent partir en voyage, par exemple, pendant 1 ou 2 ans et dire je m'en vais voyager. Je dis cool, super. Et t'as tout le monde autour, bon voyage, éclate-toi bien. Et moi, je leur dis au revoir, moi, je te souhaite que des merdes.
Et ils font, ah bon, c'est cool toi? Je fais, ah non, parce que si tout se passe bien, bah, tu vas bien te faire chier. Alors que si t'arrives que des galères, eh bien, quand tu rentreras, eh bien, on se posera, on va boire une bonne pinte de bière et tu auras plein de trucs trop bien à me raconter. Tu me diras, oh, les galères que j'ai eues, j'ai fait ça et tout, je me suis retrouvé ici, j'étais emprisonné parce que machin. En fait, ils n'ont pas compris, du coup, ils m'ont donné la clé, j'ai pu sortir. Et en fait, ça rend ton aventure trop bien. Parce que dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il faut juste voir eh bien, le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Exactement, et c'est d'ailleurs le nom de ce podcast, le verre à moitié plein. Merci Rémi en tout cas pour cet épisode, pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes aventures, ta traversée de la Méditerranée? Comment on fait pour soutenir tes projets? Alors, vous pouvez me suivre moi sur presque tous les réseaux, Insta, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, mais j'utilise pas beaucoup, voilà, mais sur Rémi Camus Explorer. Et puis ensuite, sur la traversée Calvi Monaco, il y aura une double communication sur la mienne, mes réseaux à moi. Il y aura également sur les réseaux de l'association qui s'appelle The Next Exploration. Et donc, le site internet avec l'aventure en elle-même va sortir très prochainement et vous aurez la possibilité de suivre en live le tracé de l'aventure avec voilà, de l'update régulièrement, tous les jours, vu que je serai en contact en VHF avec le bateau qui va m'accompagner, qui pourra, eux, directement contacter le webmaster et faire de la mise à jour sur eh bien, mon état personnel, ma vision des choses au quotidien pendant cette traversée. Parfait, on mettra tout ça dans la description du podcast pour que les gens puissent le retrouver. C'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Merci encore Rémi. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Ciao.